Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Salut à tous, c'est Bismart sur Sud Radio, les vraies voix. Alors, deux choses qui vont vous intéresser au plus haut point parce que globalement c'est notre vie. D'abord, un entrepreneur qui lève 10 millions d'euros, qui reçoit 10 millions d'euros de ses investisseurs pour nous aider, pour vous aider à gagner un peu plus d'argent. C'est intéressant, ça s'appelle le cashback, vous allez voir, je vais vous raconter tout ça. Et puis ensuite, alors pour le coup, vous devez suivre sans doute ça, le temps est en train de se couvrir pour les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon. Il se trouve qu'une économiste française, Joëlle Toledano, écrit GAFA, reprenons le pouvoir, justement autour de ce sujet. On va voir ce qu'elle entend par là. On va voir ça, c'est parti. Xavier Starkloff qui est avec nous, cofondateur de Joko. Bonjour Xavier. Donc, levée de fonds intéressante, importante, 10 millions d'euros, même si maintenant 10 millions d'euros, voilà, c'est ça, par les temps qui courent. Autour de... Alors, moi j'ai écrit récompenser la fidélité client. Ouais. Parce que je pense qu'il faut encore un tout petit peu évangéliser sur le cashback, qui est votre système. Effectivement. Vous m'expliquez le cashback Effectivement, en fait, c'est pas que la fidélité, c'est le cashback au sens de on récompense les achats des consommateurs. Oui, mais pour faire en sorte qu'ils reviennent. Pour faire en sorte qu'ils reviennent ou pour faire en sorte qu'ils viennent une première fois. Il y a les deux cas d'usage qui existent. En fait, aujourd'hui, on a plus de 1000 partenaires. Il y a des Franprix, des Leroy Merlin, des Carrefour. Et on travaille sur des logiques d'acquisition et sur des logiques de fidélisation. Ça dépend aussi des enseignes. Donc, ça marche. Je parle sous votre contrôle pour aller vite. Je suis consommateur. Je télécharge Joko. Tout à fait. Et je vais acheter à travers Joko. C'est pas en achetant dans tel ou tel magasin que Joko ensuite va me donner des coupons de réduction, des incentives commerciaux, etc. Justement, il n'y a pas besoin de passer par Joko. En fait, je télécharge l'application, je la connecte avec ma banque via une interface sécurisée, donc il y a toutes les banques qui sont compatibles. Et à partir de là, je sélectionne les offres des enseignes qui m'intéressent dans l'application et je cumule des points de façon complètement automatique quand je paye avec ma carte bancaire en magasin. Donc il n'y a rien à montrer, rien à scanner, rien à faire en caisse. En fait, nous, on est connecté à la banque, donc on identifie la transaction et on récompense l'utilisateur de façon automatique. Donc je vais faire mes courses chez Carrefour. Vous allez voir que j'ai fait mes courses chez Carrefour. C'est RGPD tout ça Ah bah oui, faut quand même, c'est quand même des sujets sérieux. On s'est créé en 2018, donc le RGPD est entré en vigueur en 2018. Donc en fait, dès le début, c'est des sujets qu'on a pris en compte et donc on collecte le consentement éclairé de nos utilisateurs. Ah voilà, c'est ça. Ah oui, c'est ça, parce que forcément là, vous m'avez identifié avec le compte bancaire. Ah, d'accord. Et c'est vous qui allez vous occuper de tout. C'est ça. Mais Carrefour, parce que j'ai donné mon consentement éclairé à Joko, je ne l'ai pas donné à Carrefour. Si je l'ai donné à Carrefour aussi, tout le monde est au courant de ce qui se passe. Carrefour n'a pas accès à votre identité si vous êtes utilisateur de Joko. En fait, nous, nos marchands partenaires, ils ont accès à des informations agrégées, anonymisées, mais les données personnelles, elles sortent pas de chez nous. D'accord. Voilà, c'est ça. Ouais. En fait, c'est essentiel aujourd'hui. La confiance de nos utilisateurs, elle repose aussi là-dessus, sur le fait qu'ils nous confient leurs données, que nous, on leur propose de créer de la valeur à partir de ça. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi avec, on a juste que ça donne. Et donc c'est juste un flux entre vous et la banque et vous. Et il ne sort pas de ce colloque singulier, diraient les prêtres catholiques qui vont en confession. Colloque singulier, ouais, c'est ça, colloque singulier. Et alors vous dites, j'ai vu ça là, modèle American Express. Donc vous voulez, moi j'adore. Franchement les amis, on s'appelle la chaîne des audacieux, on va dire des ambitieux. Moi je veux faire American Express, ça me plaît comme ambition. Bravo Xavier, allez-y. Ça veut dire quoi le modèle American Express? En fait, fondamentalement, on a la même proposition de valeur. C'est je vais te récompenser quand tu vas dépenser chez les marchands partenaires. Donc c'est exactement la même proposition de valeur côté consommateur. Mais on a enlevé toutes les frictions du modèle Amex parce qu'il n'y a pas de carte physique, parce que c'est gratuit, parce qu'on s'onboard en 1 minute sur Joko, on peut l'utiliser avec n'importe quelle banque. Et American Express, alors je suis pas encore en train de dire qu'on est des concurrents, mais c'est quand même c'est quand même une boîte qui vaut 100 milliards de dollars aujourd'hui, malgré toutes ces frictions. Et en fait, c'est un exemple qu'on regarde avec beaucoup d'intérêt. Et votre barrière à l'entrée, c'est quoi? C'est votre capacité à discuter avec les banques? Alors enfin, à intégrer, non, mais quand je dis discuter, discuter, à interagir avec les banques, à se plugger sur les comptes bancaires, etc. C'est ça qui est compliqué dans votre système? C'est pas le plus compliqué, évidemment. Il y a de la. En gros, ma question, American Express, ils entendent l'interview de Xavier là, ils se disent mais qu'est-ce qu'il fait ce gars-là? Mais on va faire la même chose. Mettez-moi 2000 ingénieurs pour faire ça avec. Ils ont déjà beaucoup. Avec 20 millions de budget et ils vont vous craquer.
Ouais, bon, mais ça on peut le dire de beaucoup de boîtes et de beaucoup de boîtes installées. Ouais, c'est vrai. Donc je pense pas que ce soit forcément un sujet pour nous. Non, le sujet de la barrière à l'entrée, c'est en fait il est double. Il est par rapport à la proposition de valeur qu'on va avoir vis-à-vis des enseignes. Et donc nous, les enseignes, elles viennent pourquoi? Elles viennent parce qu'elles vont toucher beaucoup d'utilisateurs, de consommateurs, et parce qu'on va être capable de leur proposer un retour sur investissement intéressant. Et donc le premier point, c'est combien de gens on a. Donc on va vite, on essaye de continuer d'aller vite. C'est aussi l'objectif. L'attraction. Tout à fait, parce que c'est une marketplace en fait. Ouais, tout à fait. On a des consommateurs d'un côté, des enseignes de l'autre. Et puis après, c'est bien d'avoir beaucoup de consommateurs, mais il faut aussi que l'offre et la demande elles se rencontrent. Et c'est là où la techno est très importante. Parce que derrière nous, avec les algorithmes de personnalisation qu'on fait sur les offres pour les utilisateurs, on permet à cette offre et à cette demande de se rencontrer de la façon la plus efficace possible. Ce qui fait que quand une enseigne travaille avec nous, elle met du budget sur Joko et elle a un retour sur investissement qui est extrêmement compétitif. Et en plus, c'est très mesurable puisqu'on a accès directement au chiffre d'affaires qu'on a généré, ce qui n'est pas le cas des canaux marketing. Pour résumer, elle va pas faire une offre canne à pêche à un coureur cycliste. On peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça. Voilà. Tout à fait. Et tout ça, évidemment, dans le cadre du consentement éclairé, de tout ce qui... Mais nous, on est très transparent avec nos utilisateurs. En fait, la grande différence qu'on a avec tous ces acteurs du marketing traditionnel, c'est que notre business model, il est aligné avec les intérêts de nos utilisateurs. Nous, notre modèle, c'est qu'on va toucher une commission de la part des enseignes, et c'est cette commission qu'on va partager avec l'utilisateur. Donc en fait, si l'utilisateur gagne pas d'argent, on gagne pas d'argent. C'est aussi simple que ça. Les modèles de cashback, ils s'étaient pas mal développés à une époque où vous étiez à peine né. Et en fait, c'est la possibilité de se plugger avec le compte bancaire qui a... Et ça a marchouillé, quoi. Voilà, c'était sympathique, mais à l'époque, il n'y avait pas d'entrepreneur qui venait me voir en disant qu'il voulait être Amex. Et c'est la modification de la réglementation qui a changé la donne. C'est effectivement la grande révolution là, de ces dernières années. Donc il y a l'évolution de la réglementation, mais qui en fait reflète l'évolution des usages. La réglementation, elle est arrivée pour accompagner ce qui se faisait déjà. Et donc il y a cette directive européenne qui s'appelle la DSP2, la directive sur les services de paiement numéro 2, qui dit aux banques en substance, la donnée de vos clients, c'est pas votre donnée à vous les banques, c'est la donnée de vos clients. Et donc si vos clients veulent permettre à des tiers, parce que ces tiers sont capables de créer de la valeur avec cette donnée, d'accéder à ces données-là, vous les banques, vous êtes obligés de leur permettre. Et vous devez mettre en place des API pour le faire. Et c'est comme ça. API, ça veut dire ouvrir l'ensemble de vos systèmes. Hein, voilà. C'est ça, exactement. Et c'est ce qui permet alors on a vu les startups agrégateurs de comptes, avec des choses très très intéressantes qui sont, et c'est ce qui permet aussi de développer l'ensemble de vos systèmes. Et ben voilà, on a appris plein de trucs, Xavier. Merci Xavier. Xavier Starkloff, cofondateur donc de Joko. GAFA, reprenons le pouvoir, c'est tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Bon, on continue les amis avec une autre discussion passionnante et à mon avis un petit peu déstabilisante. Ou plutôt là, je vais essayer de déstabiliser Joël Toledano. J'ai essayé de me déstabiliser moi-même, mais là, c'est bon. Bon, on va faire ça en deux temps. Donc le bouquin de Joël Toledano, donc économiste, spécialiste de l'ensemble de ces questions, c'est GAFA, reprenons le pouvoir. Il se trouve que, coup de bol, vous tombez pile poil en phase avec l'actualité. Il est sorti quand le livre 26 août. Je lis, parce que là, vous donnez un peu d'infos, même si je pense que vous avez suivi ça. Rapport donc de la commission antitrust de la Chambre des représentants, signé par les seuls démocrates, Joël, on y reviendra, et qui en gros disent les GAFA, on va y revenir aussi sur cet acronyme, mettent en péril l'économie et la démocratie. Ce que globalement vous dites vous aussi. Voilà. Alors, commençons par le commencement, parce que on les met pas tous dans le même sac. Quand on lit le rapport, enfin quand on lit, j'ai pas lu, quand on lit les articles qui nous résument le rapport de la commission antitrust, il y a d'un côté la vraie menace, on va dire, vraiment, Voldemort, le vrai truc qui les ennuie, c'est Facebook et Google, où là on est sur une menace systémique. Et puis d'un autre côté, Apple et Amazon, qui sont plus des comportements de marché, on va dire, qui sont des comportements de marché, je pense qu'on va dire assez classiques, anticoncurrentiels, monopolistiques, etc. et tout. Vous-même, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ça Non, pas tout à fait, non. Mais par exemple, Apple. Oui. Qu'est-ce qu'on reproche à Apple? C'est une plaisanterie, votre question. Ah, mais non, c'est pas une plaisanterie, ma question. Non. Non mais... Attendez, il y a deux... Je vais vous le sortir là. Moi j'ai un Samsung qui marche sur Android, si vous voulez. C'est un choix. Mais... C'est ça, et d'ailleurs ça va être la question fondamentale que je vais vous poser, Joël. À chaque fois, c'est un choix que fait le gars
d'acheter un iPhone. Attendez, revenons à d'autres histoires, comme ça on va voir où sont les choix. Allons-y. Est-ce que vous étiez d'accord quand il s'est agi de baisser les terminaisons d'appel dans les télécoms ? Vous vous souvenez de... Non, c'est alors une là, vieille histoire. Je comprends même pas votre question. Cette histoire... Bah ouais, pardon, mais... Non, mais allez-y, Joël. Non, mais on est là pour l'expliquer, on a le temps. Allez-y. Au début des téléphones mobiles, vous vous souvenez, pour pouvoir avoir une communication qui coûtait pas trop cher, fallait rester dans le réseau, parce que le réseau d'à côté, il faisait payer très cher pour rentrer dedans. D'accord. En jargon, on appelle ça les terminaisons d'appel. D'accord. Bon. À un moment, il y a eu interopérabilité. Non, il y a toujours eu interopérabilité. La question d'interopérabilité n'était pas sur la table. Mais simplement, tous les opérateurs disaient, pour rentrer chez moi, vous payez le péage. Ouais. Au début, c'était justifié par le fait que les premiers opérateurs mobiles, fallait les aider à avoir un grand réseau. Donc on payait le péage que vous ne payez pas dans l'autre sens quand il fallait aller sur le fixe. Et ça a été toute la régulation européenne, parce qu'on a été les premiers dans le monde, qui ont fait que maintenant, après, on est passé à l'européen, et maintenant, quand vous allez en Suisse, ça vous coûte pas une fortune, quoi. Je parle juste de téléphone. Absolument. J'ai pris la Suisse, j'aurais pu dire autre chose. Allons-y. Donc, c'est le Comment ça sujet. nous amène à Apple, ça? C'est très simple, c'est que tous ces opérateurs, ils pouvaient faire ça parce qu'ils étaient en monopole sur leur propre réseau. Aujourd'hui, Apple fait la loi sur tout ce qui est chez lui. D'abord, deux choses. En réalité, tout le débat qu'il y a sur Apple et sur les applications, c'est pris sur Apple, et après, évidemment, les résultats iront sur Google et Android. Vous croyez quand même pas qu'une fois qu'il y aura la jurisprudence la plus dure, parce que c'est celle-là qui est la plus dure, évidemment qu'elle va passer sur Android. Donc, croyez surtout pas que ce qui est dit sur Apple et ses magasins d'applications concerne juste Apple. Mais il se trouve que Apple, il a beaucoup plus sophistiqué l'histoire. Parce que Apple, il est dans un contexte où son histoire, maintenant, c'est de continuer à croître. Ouais. Et pour continuer à croître, il n'a rien trouvé de mieux que de dire « Je ne vais pas réussir à vendre plus d'appareils, Absolument. Donc il faut que je vende plus de services. » Absolument. Et pour ça, je vais éventuellement aller piquer à tous ces gens à qui j'ai ouvert mes portes, leurs idées, leur façon de faire, etc. Mais il pique quoi à qui, Joël? Comment il pique quoi à qui? Mais il pique quoi à qui? Parce que ça a été les premiers quand même. Mais c'est les orpailleurs qui se sont mis au bord d'une rivière, les développeurs d'applications dans l'environnement Apple. Mais c'est pas le sujet. Ils ont créé une richesse incroyable. Mais ils ont tous créé une richesse incroyable. Mais oui, le bien problème, sûr. Mais il fallait qu'il y ait la rivière pour qu'on ait les pépites. Non, mais attendez. Une fois qu'ils ont créé la richesse, ils sont en train, tous, à leur façon, avec leurs modalités, chacun à leur méthode, d'abuser de leur position dominante. C'est tout. Aujourd'hui, si on prend l'histoire même de l'antitrust, mais je ne veux pas rester que dans l'antitrust, mais prenez l'histoire de l'antitrust. Qu'est-ce qui est condamné dans le Sherman Act, puisque c'est quand même là que c'est la monopolisation des marchés. Non, mais attendez, la monopolisation des marchés, ça fait longtemps qu'on est arrivé à la conclusion que, au bout du bout, c'est pas bon pour l'intérêt général. Je veux bien vous suivre sur les opérations de marché. Mais on nous parle de démocratie, vous parlez dans votre bouquin de criminalité, c'est des trucs très durs. Mais j'en parle selon. Attendez, il faut les prendre un par un. Pour Apple, je vous parle pas de criminalité. D'accord. On parle que de fonctionnement de marché. On parle effectivement d'une situation. Là, je vous suis aussi. Et aussi du fait, quel que soit le débat qu'on a pu avoir sur Stop Covid, aujourd'hui, ces acteurs sont les services universels de la communication. Imaginez que des États veuillent effectivement communiquer le plus vite possible avec leurs citoyens ou des ensembles d'États ou quoi qu'il arrive. Si Apple est capable de dire à un moment, c'est pas vous qui décidez, en fait je verrouille la modalité pour que ça se passe vite et bien, il pourrait y avoir un problème de démocratie. Donc là, je lis votre bouquin. Oui. 2,5 millions d'entreprises vendent leurs produits sur la place de marché Amazon Marketplace. Parmi elles, 140 000 vendeurs ont réalisé plus de 100 000 $ de vente en 2018, 25 000 plus d'1 million de $ de vente. Mais c'est formidable. Mais bien sûr que c'est formidable. C'est formidable, mais vous savez, il y en a 35 à 40% dans un certain nombre de pays, de ces acteurs-là, qui viennent de Chine, et qu'on ne contrôle pas tout à fait. Bon, et donc... oui, c'est bien. Google, Facebook. Oui. Là, on est sur le niveau d'au-dessus, c'est ça. Là, la menace, elle est systémique, vous dites comme la Chambre des représentants.
Écoutez, Là, c'est plus compliqué. je pense que la Chambre des représentants... Oui, c'est marrant parce que vous êtes quelque part un homme des médias. Je pense que si la Chambre des représentants dit ça, c'est parce qu'on a tout de suite ce lien avec le problème des contenus. Tout le monde patauge. Celui que je trouve le plus admirable, mais qui, par rapport à une économie organisée, etc., elle fait plus peur, c'est Amazon, parce qu'ils sont fantastiques. Les autres, je pense qu'il y a juste une immense naïveté qui s'est imposée dans le monde, en particulier de la publicité. Je veux dire, les publicitaires, les gens qui font de la pub, ils acceptent des choses qu'ils n'ont jamais acceptées de la part de n'importe quel journal. Et donc c'est en partie ça, reprenons le pouvoir. Par exemple, à un moment, dites non, commencez à dire non. On peut pas dire. Tout le monde dit, c'est formidable. Moi, je trouve ça génial. Vous trouverez pas un rapport d'autorité de concurrence qui dise pas le marché de la publicité est opaque. Depuis quand? Et surtout, Google et Facebook font 90% aujourd'hui de la croissance du marché. Tiens, tout d'un coup, c'est vous qui retrouvez les pouvoirs de marché. Et c'est pas non seulement ça, mais à la limite, ils le feraient au mérite. Mais là, on ne sait même pas si c'est au mérite. Comment est-ce que... 3 minutes, Joël. Comment est-ce qu'on reprend le pouvoir? Qu'est-ce que vous... Finalement, donc j'ai compris que c'était pas une affaire de comportement individuel. Voilà. Vous rejetez ça totalement. C'est une affaire de réglementation à l'échelle européenne? C'est une affaire de reprendre le pouvoir par rapport à une régulation privée que chacun de ces acteurs, mais chacun d'entre eux, un par un, a mis en place dans son modèle économique. Donc il faut aller rechercher dans chacun des modèles économiques comment cette régulation privée est au fond compatible avec la régulation publique. Si ça respecte les lois dans lesquelles nous sommes un État de droit, on ne peut pas juste accepter que ce soit une loi extérieure à notre pays qui s'applique, comme pour votre casse de moto tout à l'heure. Bon. Donc, comment on reprend le pouvoir? D'abord en devenant compétent. Le grand truc, c'est que pour l'instant, tout le monde, par exemple, vous parle du fait que bon, les algorithmes, on ne sait pas bien ce qui s'y passe, est-ce que vraiment on est classé en fonction de ses mérites, etc. Mais pour l'instant, vous n'avez pas des équipes dans les différents pays de l'Europe qui ont pour job d'aller vérifier ça. Donc, mettons en place les équipes, mettons en place les compétences dans les pays, au niveau européen, travaillons pour effectivement être capable de... J'ai du mal à... C'est-à-dire, la Commission européenne, malgré l'ensemble des enquêtes qu'elle a lancées, comment ça... Enfin, j'ai le service de shopping de Google qui est aujourd'hui, par exemple, sous le coup d'une enquête anticoncurrentielle et pour abus de position dominante très importante. Il n'y a pas des équipes qui bossent là pour essayer de ça? Mais attendez, aujourd'hui, si vous demandez... dans l'état de droit dans lequel vous êtes, à Google de vous dire donnez-moi l'état de votre système il y a 6 mois, comment vous avez modifié votre algorithme, ils vous disent ah mais c'est, enfin ils n'ont pas de raison de vous répondre. Ce que je dis juste, c'est remettons sur pied des compétences qui correspondent aux besoins du XXIe siècle. C'est pas les mêmes, c'est pas la même façon de réguler les choses. Et je pense que si on s'y met, qu'on a des compétences, bah, on y arrivera. Et on gardera ces merveilleux services, simplement avec un peu plus de concurrence. Pourquoi est-ce que Microsoft n'est pas dans le truc? Ils échappent aux... 1 minute, Joël. Écoutez, je pense que Microsoft, ça a été un grand brûlé de la fin du XXe siècle. Très belle image. Et que du coup, jusqu'à présent, ils n'ont pas trop dépassé la ligne jaune. Et donc... j'y suis pour rien, regardez. Ça pourrait être une sorte de modèle, alors, finalement, de ce qu'il faut faire pour être efficace, parce qu'il faut quand même être efficace. C'est quand même en partie l'efficacité du monde, quand même, on est d'accord. Oui, enfin, pour l'instant, ils l'ont verrouillé à leur propre profit, donc on n'en profite pas, nous. C'est eux qui en profitent. Joël Toledano, l'économiste, avec nous donc sur Sud Radio. On se retrouve lundi, les amis. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismarck, 19h30, 20h.